Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est le jour de la Terre et on parle beaucoup de l'importance des transports collectifs dans ce contexte-là. Or, le portrait de la situation est pas très reluisant. On est déficitaire. Les gens peinent à revenir, à reprendre leurs habitudes de circuler en transport en commun depuis la pandémie. Et il y a tout ce sentiment d'insécurité également qui en décourage plusieurs. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô. Yasmine, dans la presse, on apprend que les maires du Grand Montréal ont récemment menacé Québec d'imposer une taxe vraiment beaucoup plus élevée aux automobilistes. Là, actuellement, on est à quoi? 59 $ sur le territoire du Grand Montréal, de la communauté métropolitaine de Montréal. On pourrait faire monter ça à 228 $ en taxes par voiture pour renflouer les coffres. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, c'est assez particulier de voir exactement ce qui s'est répété, en fait, ce qui s'est passé l'année passée. On rappelle que les grandes sociétés de transport étaient à veille de faire leur budget, puis là, ils étaient hyper déficitaires, puis ils demandaient à ce que Québec vienne éponger les déficits accumulés par les sociétés de transport, comme si c'était Québec qui avait décidé des dépenses, qui avait donné des indicateurs de performance, qui les avait obligés à faire ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'en décembre, à la demande de l'Union des municipalités du Québec et de plusieurs, dont fait partie Montréal et la grande région, il y a eu un projet de loi déposé par André Laforêt qui permet aux villes d'aller chercher des revenus en haussant les droits d'immatriculation des voitures, notamment en fonction de leur consommation d'essence. C'était une demande des villes de faire ça. Maintenant qu'ils l'ont eu, ils ne veulent pas avoir le malheur, elles ne veulent pas avoir le poids de devoir jouer avec ce pouvoir-là, d'imposer une nouvelle taxe en augmentant l'immatriculation et d'en payer le prix politique. Parce que, ultimement, c'est juste payer le prix politique qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas regarder leurs citoyens dans la face puis de leur dire, on a besoin, on sait pas comment gérer un budget à la STM, à la STL, puis il va falloir qu'on monte les droits d'immatriculation. Ils préfèrent envoyer ça à Québec, mettre de la pression sur Québec, puis dire à Québec, anyway, Québec, t'es pas fort des sondages. Ça changera rien tout non plus. Fait que, envoie-nous donc de l'argent, là. T'es pas à quelques milliards près, t'as déjà 11 milliards en déficit. Je trouve ça d'un cynisme. Je trouve ça d'un manque de respect pour la capacité de payer du contribuable. Et dans tout ce que j'ai vu, dans les chiffres qui ont été avancés, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que l'obsession n'est pas de comment on optimise les revenus, comment on optimise l'argent déjà consenti, déjà ramassé pour les services de transport. On est plutôt en train d'essayer de trouver comment on peut aller piger dans la poche des Québécois, des Montréalais, ceux qui habitent dans la Grande Couronne, sans que ça nous fasse politiquement à nous. Ça, c'est vraiment de la politique là, négative. C'est une bonne question, ça, Marc-André, parce qu'avant de venir nous chercher là, une scène de plus dans nos poches, avez-vous optimisé votre budget? Est-ce que vous vous êtes questionné pourquoi les gens boudent le transport en commun? Alors, peux-tu commencer par là, peut-être? Effectivement, il faut qu'ils commencent par se regarder dans leur propre miroir, là, puis dire, est-ce qu'on a tout fait présentement? Puis moi, c'était un peu le message que j'avais compris des derniers mois, là, ce que Yasmine, tu viens de nous résumer. C'est une espèce de, on va faire notre ménage, puis Mme Guilbault on va faire des audits, puis on va aller voir ce qui se passe. Mais tu sais, avant de nous dire on va les augmenter de 280 %, on peut-tu au moins commencer par faire ce travail-là pour nous démontrer qu'ils ont tout fait, là, tu sais, qu'ils ont viré là, toutes les pierres de bord pour essayer d'économiser, de sauver de l'argent, que ça soit plus efficace. Mais sinon, d'arriver comme ça, dans une lettre à la ministre, pour jouer cette espèce de jeu-là, je suis d'accord avec toi, Yasmine, de dire, on veut pas prendre le fardeau d'imposer ça. Moi, je trouve ça indécent. C'est indécent de penser des contribuables, on va augmenter cette taxe-là dans le Grand Montréal de 280 %. Là. Je veux dire, tu peux pas être sérieux comme administrateur de fonds publics puis de penser que tu vas demander aux gens une augmentation de 280 % en une année pour renflouer les coffres d'une situation que eux-mêmes ont laissé dégénérer au cours des dernières années. Là.
il faut pas... à un moment donné, il ne faut pas manquer de culot de faire ça, je trouve, là, d'arriver aux gens et de dire hey, ça va être 280% de plus, puis nous autres... Puis tu sais, ils soufflent le chaud puis le froid en disant non, on veut pas ça, mais de notre côté, la presse s'est rendu compte qu'il y avait envoyé une lettre. Parce qu'il y avait un article hier, puis où les maires disent non, on n'est pas dans un scénario d'augmentation de la taxe. Puis après ça, on se rend compte ce matin quoi? On se rend compte qu'ils ont envoyé une lettre, le 4 avril. Fait que ça fait pas si longtemps que ça, là. J'imagine que quand ils ont répondu la première fois à la presse, ils devaient se rappeler qu'ils avaient envoyé cette lettre-là le 4 avril. Mais c'est sûr, ça place Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, ministre des Transports, dans une drôle de position. Là. Parce que si elle donne pas plus d'argent, comme elle a fait l'an passé, ça ne donne pas plus pour les prochaines années, ben les maires vont dire, ben là, on n'a pas le choix. On va se retourner vers le pauvre contribuable qui est déjà surtaxé. Là. Mais Yasmine, je lisais une citation du maire de Laval là, à la presse là, qui a dit « C'est la panique à bord, aucun espoir n'est à l'horizon. » Ça, Laval, là, ça, c'est la ville, là, via leur corps de police, là, qui ont payé combien pour acheter des chars de police électriques? 100 000 100 000. Ah oui, 100 000 OK. Puis là, il n'y a aucun espoir à l'horizon, c'est la panique à bord. Gérez donc vos finances comme du monde. Prenez donc, faites des choix éclairés à la base. Non, mais c'est assez... moi, je trouve que c'est absolument déconnecté de la réalité, là. Puis moi, ce que je trouve encore particulier, c'est que l'année passée, on avait exactement le même ton alarmiste, là. Puis on va devoir, rappelez-vous, là, on va couper le métro. Est-ce que le métro va devoir fermer plus tôt et ouvrir plus tard, là? Rappelez-vous comment on nous faisait peur l'année passée parce qu'on n'est pas capable d'effacer le déficit de la STM. Et là, maintenant, ils ont eu un droit qu'ils ont réclamé. Mais qu'ils fassent face à la musique, là, il va falloir faire face à la musique devant leurs contribuables, regarder le contribuable dans les yeux, puis de lui dire on a tellement mal géré qu'il faut qu'on augmente les taxes, puis qu'ils vivent avec les conséquences politiques de ça. Mais Moi, ils sont pas prêts à faire ça. C'est ce manque de courage politique. C'est un manque de courage managérial et un manque de courage politique. Là. S'il en fallait un exemple, celui-là, c'est un cas d'école. Parce que le pouvoir, ils l'ont, Marc-André, mais ils n'ont pas le courage de l'appliquer. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, dire là, le bateau est en train de couler, là, je veux dire... C'est vous autres les capitaines, là. Je veux dire, c'est vous autres qui laissez couler le bateau, là. Je veux dire, c'est pas les gens, là. Les gens l'utilisent, puis l'utilisent le transport en commun. Excusez-moi, s'ils sentent que, tu sais, ça répond à leurs besoins. Mais si vous autres, vous êtes déconnectés, puis si vous prenez des mauvaises décisions qui remplissent pas les besoins des gens, ben c'est sûr que votre service, personne ne va l'utiliser, là. Fait qu'ils sont un peu, tu sais, c'est très alarmiste, là. Tu sais, c'est comme quand Gabriel Nadeau-Dubois nous disait, c'est la dernière campagne, c'est la dernière élection à cause des changements climatiques. Ben, hein, c'est drôle, en 2026, il va en avoir un autre, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, ce discours-là très alarmiste pour faire peur aux gens, pour faire réagir, peut-être ça peut fonctionner, mais à un moment donné, je trouve que ça laisse une drôle d'image de nos politiciens, là. Mais à la base aussi, Yasmine, il y a le sentiment de sécurité. Moi, je comprends les gens qui n'ont plus envie, par exemple, de prendre le métro parce que, bon, ne se sentent plus en sécurité, se disent, coudonc, je vais-tu me faire attaquer, je vais-tu me faire cracher dessus, je vais-tu avoir une altercation avec quelqu'un qui, visiblement, qui a des problèmes de santé mentale ou de consommation. Il en va aussi de la responsabilité des sociétés de transport d'offrir un environnement qui est invitant pour les gens. Faisons le parallèle avec la Corée du Sud. Il y avait un dossier intéressant dans le journal. C'est propre. On est en sécurité. C'est à l'heure. C'est ponctuel. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça ici? Ben, parce qu'on a toutes sortes, tu sais, on a un métro qui couvre évidemment le centre-ville, mais pas uniquement le centre-ville, là, qui va partout. Et on a faut revenir. En fait, le métro, il finalement devient un refuge plutôt que un moyen de transport. Il devient un refuge parce qu'on n'en a pas de refuge, on n'a pas de ressources en santé mentale, en lutte contre la toxicomanie. On n'a pas une police qui est dissuasive, on n'a pas de contrôle qui rentre là-dedans. On n'a pas de caméra de sécurité. Le monde n'a pas peur de commettre des actes criminels dans le métro. Ils savent qu'ils vont pas se faire pogner. Puis s'ils se font pogner, ils vont avoir une petite taloche sur le bout des doigts. Puis ils vont pouvoir revenir dans la station à côté. C'est ça, notre transport en commun, là. Oui, mais c'est ça qui marche pas. C'est pour ça, moi, avant là, d'aller me chercher une scène de plus dans les poches, là, okay? Regardez-vous dans le miroir. Faites un examen de conscience. Offrez-nous un produit qu'on a envie. Moi, je ne demande pas mieux là, que de le prendre davantage, le transport en commun. Offrez-nous un produit de qualité. Puis après ça, venez pas là nous sermonner pour dire, ben là, voilà, méchants automobilistes, vous ne prenez plus le transport en commun. Offrez-nous du bon service, puis on va le prendre.
Marc-André, on connaît enfin les règles de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. On connaîtra l'identité du ou de la nouvelle chef le 14 juin 2025. Qu'est-ce que tu penses du calendrier qui a été dévoilé? Est-ce que c'est trop long? On a beaucoup dit que ça finissait plus de finir, là. Mais est-ce que cet horizon-là fait du sens dans l'optique aussi qu'on sera en année électorale en 2026? Ben, une chose qui est claire, Alexandre, c'est que, tu sais, Denis Coderre, là, il peut prendre son temps pour faire le chemin de Compostelle. Il peut faire une longue marche. Il y a du temps de marcher, il peut faire une marche, il peut faire aller-retour s'il veut, là. Il peut le faire aller-retour. Quand il va revenir, il va encore du temps pour se présenter. Ben, c'est sûr que quand tu regardes ça, moi, ce que je pense beaucoup, tu sais, quand je pense au 14 juin 2025, c'est, après ça, il y a une élection en 2026, le 5 octobre, ça fait 478 jours. C'est pas beaucoup, là. Peu importe ça va être qui le nouveau chef, peu importe, il est-tu élu, il est pas élu, c'est l'établir, il est-tu connu, il est-tu pas connu, il est-tu connu juste par sa mère, puis sa famille, puis tout le monde. Je veux dire, ça laisse pas beaucoup de temps, là. Tu sais, monter une équipe, replacer ton monde, trouver des candidats, le financement, te faire connaître, faire une tournée des médias, mettre une plateforme. Je trouve que ça laisse pas beaucoup de temps. Mais d'un autre côté, on a vu comment dans la dernière année, tu sais, au niveau les plaques tectoniques, au niveau de la politique québécoise ont bougé. Comment la CAQ n'est plus ce qu'elle était, comment le PQ a réussi à remonter. Fait que là, tu te dis, bon, peut-être que ça va te permettre d'aller chercher une nouvelle personne. Mais d'un autre côté aussi, ça laisse tellement peu de temps que le prochain chef, là, veut dire, peu importe les résultats de l'élection 2026, là, les libéraux, tu sais, donnez-y du temps, là. Je veux dire, cette personne-là, là, c'est pas après une élection, on te renvoie chez vous, là. Il faut qu'au moins qu'on lui laisse, cette personne-là, la chance de faire 2026, puis probablement 2030, là. Parce qu'après une campagne, puis avoir 1 an et quelques mois, ça serait pas honnête, là, de dire, ben, va-t'en chez vous parce que ça a mal été en campagne en 2026. On va placer quand même cette personne-là dans une position précaire, là. Es-tu d'accord avec cette patience-là, Yasmine? Ben, en fait, on commence à voir qu'il y a des profils qui commencent à apparaître là, dans les médias. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se présenter dans cette course-là. Puis je pense que le meilleur moyen d'avoir le maximum de personnes, c'est de repousser la date de ce leadership-là. Parce que beaucoup de personnes viennent de l'extérieur. Tu sais, il y a personne qui va faire vœu de pauvreté puis qui va être un bénévole à temps plein pendant 2 ans de temps jusqu'à ce que les élections soient déclenchées. Puis le Parti libéral du Québec, là, ils ramassent pas tant d'argent que ça là, non plus. Fait que donner un salaire puis maintenir les opérations liées à un chef qui n'est pas élu à plus forte raison, c'est difficile, c'est coûteux. Donc, il faut repousser ça au maximum. Maintenant, il reste, comme le dit Marc-André, il restera juste un peu plus d'1 an avant d'une campagne électorale. Alors, il faut utiliser cette campagne au leadership comme une campagne de notoriété pour tous les candidats, peu importe celui qui va être élu, de manière à gagner un peu de points de notoriété avant d'arriver à cette année qui va être cruciale, parce que cette année-là va devoir être utilisée vraiment pour l'organisation terrain de la campagne électorale. Là. C'est de préparer, là, ils vont être en préélectoral pendant 1 an de temps, et c'est là que le chef va devoir concentrer ses efforts, faire des médias et faire une campagne électorale. Puis là, on les voit, les noms qui sortent le plus, là, Denis Coderre, Frédéric Beauchemin, on connaît déjà leur passion pour ça, mais il y a aussi Charles Milliard, qui est président de la FCCQ, et Carl Blackburn, qui est président du Conseil du patronat du Québec. Mais dans leur cas, c'est plus des rumeurs. Hein? C'est plus des rumeurs dans leur cas, là, Yasmine. Oui, c'est des rumeurs, mais des rumeurs qui sont pas démenties. Puis moi, quand c'est des rumeurs qui sont pas démenties, j'ai tendance à prêter attention à ces rumeurs-là. Chose certaine, c'est que les 2 organisations économiques au Québec les plus importantes, leur PDG s'intéresse à la course au Parti libéral du Québec. Donc, on peut pas dire que le Parti libéral du Québec a perdu de son attrait économique. Mais c'est un point important, Yasmine, que tu as soulevé sur l'importance que la course à la chefferie serve de tremplin pour l'élection générale. C'est ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour les libéraux, la course au leadership, faut pas qu'elle passe sous le radar, là. Et c'est ça peut-être le danger, là. C'est que si jamais, là, il n'y a pas des candidatures qui font réagir, qui retiennent l'attention des gens, ben là, ça va passer sous le radar. Fait que là, tu te retrouves avec un nouveau chef que personne n'a entendu parler en dehors
du grand cercle, de la grande famille libérale. Et là, tu te retrouves que personne n'a parlé, personne s'est intéressé à ça. Il n'y a pas une couverture maximale au niveau des médias parce qu'il y avait plus ou moins d'intérêt. C'est peut-être ça aussi également le danger qui guette avec la date du 20 de juin 2025. Parce que si vraiment tout le monde regarde cette course-là, puis tout le monde dit « Wow », puis il faut la suivre, puis il y a 4 débats, puis on couvre les débats, ben là, ça peut te servir de tremplin pour 2026. Mais Marc-André, regarde ce qui est arrivé avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu vas me dire qu'on a eu quand même pas mal plus de temps, mais il était peu ou pas connu du tout là, lorsqu'il est arrivé. Et regarde où il est maintenant dans les sondages. Ouais, mais tu sais, ça a pris. Oui, c'est ça. C'est pas impossible. Puis je pense qu'il y a une opportunité pour les libéraux avec ce qui se passe présentement, la descente de la CAQ, les enjeux, le Parti québécois qui revient. Tout est là. Tout est là. Si les libéraux choisissent un chef intéressant puis qui est capable d'appeler justement aux Québécois, de faire appel aux Québécois puis de sortir un peu de l'électorat de la dernière campagne, ils sont capables de faire des gains. Là. Ça, c'est clair. Là. Mathématiquement, ça existe. Là. Yasmine, tu connais l'amour de Marc-André pour les chiffres et pour les sondages. On en a un tout chaud, là. Oui. Ça se met sous la main, un Abacus Data. Les conservateurs sont toujours en tête dans les intentions de vote avec 43 %. Où sont les libéraux de Justin Trudeau à la suite là, de cet exercice budgétaire? 23 %. 20 % d'écart entre les deux. C'est énorme. C'est énorme différence entre les conservateurs et les libéraux, 20 % là. On voit que finalement le striptease n'aura servi à rien. Il n'a pas émoustillé les Canadiens, là, le striptease pré-budgétaire. Ils sont restés de marbre devant. Même pas une petite excitation dans le pantalon. Non. Rien pantoute, l'orgie là, de dépenses a été faite juste entre libéraux. Regarde, le monde ils veulent rien savoir, le monde de Justin Trudeau. Puis je pense que avec le déficit, avec l'imposition du gain sur le capital, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui va faire décolérer les Canadiens envers Justin Trudeau et sa mauvaise gestion, non seulement des finances publiques, mais tout l'appareil public en général. Je pense que son chien est mort. Ça lève pas, hein, Marc-André, comme on dit. Non, ça lève pas, ça c'est clair. Puis là, on va ramener ça. On va se recadrer. C'est juste lundi, tu sais, c'est juste lundi. Ça va être beau vendredi. Mais ça va être beau vendredi. Mais Alexandre, Yasmine, ce que je trouvais quand même intéressant en fin de semaine dans le Globe and Mail, c'est qu'il y a des sources libérales là, qui ont parlé aux gens du Globe and Mail qui disaient qu'il y a un objectif. Là. Fait que peut-être au bureau du premier ministre, on se met un grand tableau de bord. C'est quoi? Oui, c'est que là, ils veulent, tu sais, l'écart. L'écart est à 20 points. Fait qu'à chaque 6 mois, ils veulent réduire l'écart de 5 points. Là. Fait que tu sais, de passer de moins 20 à moins 15, de moins 15 à moins 10. Sauf que là, je pense qu'ils vont peut-être manquer de 6 mois, là, parce qu'il ne reste pas tant que ça des 6 mois avant l'élection. Là. L'élection est à l'automne 2025. Là. Fait que peut-être qu'ils vont manquer un peu. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui arrive en juin, là? Tu sais, juin, juillet. Là on commence à avoir des sondages juste avant le dépôt du budget du 16 avril. Puis là, on va commencer à avoir aussi des sondages après le 16. Qu'est-ce qui fait Justin Trudeau, là, en juin, juillet, si ça ne bouge pas, là? Moi, je pense que c'est là la grande question. Parce que moi, je ne vois pas comment Chrystia Freeland peut présenter un autre budget. Parce que, tu sais, les chiffres, il faut se le dire, ils ont été très créatifs, là, dans comment les présenter. Puis on prend des dépenses, puis on envoie ça les autres années. Puis là, on va taxer les gens sur le gain capital. Puis la première année, on pense qu'on va avoir beaucoup de revenus. Beaucoup de gens doutent que tout le monde va sortir leurs capitaux, là. Je veux dire, tu peux attendre, là. Fait que, est-ce que Mme Freeland est capable de présenter un autre budget l'an prochain? De remettre tous ces chiffres-là en ordre? Puis tu sais, tu peux-tu être créatif autant 2 années consécutives? Fait que, tu sais, moi, je pense que le scénario d'élection à l'automne, là, faut pas le mettre aux poubelles, là, automne 2024. Je suis pas en train de dire qu'il va en avoir une, mais j'essaie de penser, là, qu'est-ce qui arrive si en juin, juillet, ça n'a pas changé les chiffres? Puis, est-ce que économiquement, au niveau fiscal, au niveau des chiffres, tu es capable de présenter un budget au printemps 2025 puis que ça se tient, là? Ça, j'ai des doutes, là. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bye-bye. Bye bye.